Bonjour, chers auditeurs. Êtes-vous prêts pour votre petite leçon d'histoire de la Russie pour de la semaine? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Nous les boys et girls, c'est Ashibal. Pour donc la suite de Hugo Décrypte en Russie, on se rappelle que la dernière fois, on avait parlé des années 862 à 1673, donc les années du Moyen-Âge viking, avec les chapitres Au commencement et Naissance d'un empire, qui comptait donc 66 pages. Et bien aujourd'hui, nous allons lire Tsar de la Grande Russie et Grandeur et décadence du tsarisme, donc chapitres 3 et 4, qui comble l'époque de l'Empire, l'Empire russe, ou l'Empire, non pas soviétique, ça va être la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est ça. L'époque de l'Empire de 1674 à 1904, donc pour 231 ans. Et les pages qu'on va lire, c'est de 69 à 118, ce qui correspond à 50 pages. Donc la vidéo, si tout va bien, si je niaise pas trop, si je divague pas trop, va être à peu près, va être certainement plus courte que la semaine dernière un peu. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc pour commencer, chapitre 3, Tsar de la Grande Russie. Et donc pour cette image-là, c'est l'image du chapitre 2, si vous vous rappelez. Donc on va à la page 39. C'était un petit piaf qui se réveillait de son sommeil, qui naissait. Et donc là, ce même piaf-là est devenu très grand et poursuit donc le personnage d'Hugo Décrypte. Donc voilà, commençons dès à présent. Paris, époque actuelle. Ha ha ha! Catherine la Grande, j'ai pas. Pioche Hugo. Le dernier bord avant la fin de l'histoire. Référence évidemment au film de Edgar Wright, Le dernier pub avant la fin du monde. Mince, au prochain tour, je retente le coup. Tu pourras toujours essayer, mais tu sais, elle arrive bien plus tard dans l'histoire russe. En tout cas, c'est à moi. Dans la famille des Romanov, je demande Michel Ier. Donc, famille Ryurikid, 862 à 879, Ryurik l'ancêtre. Encore Ryurikid, 1462 à 1505, Ivan III le grand-père. Ivan le Terrible, 1533 à 1584, donc Ivan le Terrible le père. Fédor Ier, de 1584 à 1598, donc Fédor Ier le fils. Et maintenant la famille Godunov, 1598 à 1605, Boris le père. Et Fédor II le fils en 1605. Tiens, il arrive au pouvoir en 1613. Alors, je continue. Je demande son fils, Alexis Ier. C'est lui qui a signé le traité de Pereyaslav en 1654, avec les Cosaques Zaporog pour les faire passer sous le protectorat russe. Les Cosaques reconnaissent l'autorité du tsar en échange d'une aide militaire. Donc, famille Romanov, 1613 à 1645, Michel Ier, le grand-père, et 1645 à 76, Alexis Ier, le père. Ce traité est encore important aujourd'hui. Ah bon? Oui, il est considéré par les Ukrainiens pro-russes comme le symbole de l'union des peuples russes et ukrainiens. Donc là, on est à l'époque actuelle et ils sont en train de jouer un jeu, je pense, genre mettre les règnes des tsars et des dirigeants russes en ordre chronologique. Hein? Un peu comme si vous connaissez Cardline Animaux, hein, il faut mettre en ordre soit de taille, de longévité. Un genre de jeu où on apprend des trucs. Quoi. Donc parfait pour ce genre de livre. Donc voici. Bon, pour le reste de la population ukrainienne, il marque surtout le début de la domination russe sur l'Ukraine. On continue. Toujours dans la même famille, je demande Fédor III, le fils. Donc, famille Romanov, 1676 à 82, Fédor III, le fils. Je peux jouer, moi aussi? Donc là, c'est un gamin qui t'arrête de parler. Non, c'est un jeu difficile. Quand tu seras plus grand en premier. Mais pourquoi Eh bien, c'est un jeu où il faut connaître plein de choses. Comment qu'on les connaît? Tu m'expliques? Non, je joue. Reviens plus tard.
Vous avez vu ma prochaine carte? Ok, Eve, pose tes cartes. Je crois que le devoir nous appelle. Famille Romanov, 1682 à 1725. Pierre Ier le Grand, le petit-fils. Voilà, je suis arrivé au couronnement de Pierre Ier. Et c'est bien l'enfant qu'on a rencontré au bord. On est quel jour exactement, Eve? Le 23 mai 1682. Par contre, toi, tu es toujours habillé trop 21e siècle. Ah, zut! Vraiment, cette mode occidentale, j'y arrive pas. Approche, étranger. Moi? J'adore tes habits. Et ton visage sans poils, c'est trop cool. Tu viens d'où? De France, de Paris. Waouh, la classe! Tu veux devenir mon conseiller? J'ai plein de questions. Oh là, on se pousse là devant. Il y a déjà 2 tsars désormais. On ne va pas en rajouter un troisième? Allez, Oust. Voilà, assieds-toi là, Ivan 5, mon petit frère adoré. 2 tsars? Eh oui, une diarchie, un exemple unique dans notre histoire russe. Fédor III est mort sans descendance. Son jeune frère, Ivan V, un noyau de cerise à la place du cerveau, est incapable de gouverner. Ok. Donc on lui a adjoint Pierre, son demi-frère de 10 ans. Il a l'air d'avoir soif de connaissances, ce petit. Bro, ils se sont dit, la meilleure idée, si le dirigeant il est cave, c'est de mettre un gamin de 10 ans qui est, ben, pas tant plus intelligent que ça. Bon. C'était pas franchement du goût de la sœur aînée de Fédor III, Sophie Alexeyevna. Je vois. Et comme c'est la régente, celle qui a en réalité le pouvoir. Vous voulez venir à ma résidence? Les étrangers, ils ont toujours le bienvenu. D'accord, allons-y. C'est où? Donc la page, donc pour vous c'est la page de droite. C'est donc on est toujours au présent et t'as un des héritiers hein, qui revient à l'époque moderne pour parler au groupe. Et de l'autre côté, ben, on a le couronnement de Pierre Ier le Grand et de Ivan V, qui est trop cave pour gouverner apparemment. Donc voici les photographies. Ici donc l'image du fils, Fédor III, et là du petit-fils. Allons-y, c'est où? Près de Moscou, au domaine de... Plus compliqué tes noms, merde! Préobradjenskoye. La régente m'a exilé ici avec ma mère pour nous éloigner de la capitale et des affaires. Mais c'est Moscou la capitale? Mais c'est super! J'ai mon groupe de copains. On fait des batailles. Tu joues avec nous, Hugo? C'est ma bande, et je vais en faire ma fidèle garde. Elle sera super utile pour prendre le pouvoir quand je serai majeur en 1689. Mais il n'y a pas que la guerre qui m'intéresse. J'adore tout ce qui est pratique. De la dentisterie à l'horlogerie, en passant par l'artillerie. Ma grande passion, c'est la marine. J'ai fait construire une flottille de petits bateaux sur le lac pour m'exercer aux manœuvres. Le premier de ces petits navires, nommé Pierre, est considéré comme l'ancêtre de la flotte russe. Et bientôt, je ne vais plus me contenter de jouer. Je t'ai pris un autre rendez-vous avec lui, mais adulte, tu vas être surpris. Pierre Ier, vous êtes où? En haut, prenez les échasses. Il faut vous mettre à niveau. Mais vous mesurez combien? Plus de 2 mètres. C'est immense, car à cette époque, les gens font en moyenne 1,68 m. Depuis la mort de mon demi-frère Ivan, en 1696, je suis désormais le seul tsar de toutes les Russies. Mon surnom, Pierre le Grand. Mais je ne suis qu'au rang de l'élève et j'exige que l'on m'instruise. Telle est ma devise. Et mes maîtres sont les plus souvent étrangers. Pierre Gordon, écossais, et François Lefort, suisse, généraux de mes armées. Cornelius Crius, néerlandais, amiral de ma flotte. Anna Mons, allemande, ma première maîtresse. Donc là, à droite, il y a quand il était gamin.
et là, quand il est adulte et qu'il fait plus de 2 mètres. Effectivement, c'est assez impressionnant que ce petit gamin soit devenu aussi big. Surtout que 2 mètres, déjà, c'est gigantesque, mais encore plus à l'époque. Donc là, on remarque qu'il y a quand même des bonnes relations avec après tous les pays. Hein, Écosse, Suisse, enfin l'Écosse, la Suisse, le néerlandais, c'est le Pays-Bas, et allemand, ben, Allemagne. Donc là, on voit qu'il est intéressé par plusieurs choses, mais surtout la marine. Et après, ben, on voit euh, comment il commence son règne en tant que seul tsar. Pardonnez-moi. En mars 1697, je pars pour la Grande Ambassade, une expédition à travers l'Europe qui va m'emmener en Livonie, aux Pays-Bas, en Angleterre, dans les États allemands et en Autriche. Venez avec moi? Carrément, je vous suis. Donc le trajet de la Grande Ambassade de Pierre le Grand, donc ça passe à travers Moscou, Vienne, Londres, Amsterdam et Riga. Et la Livonie, c'est les actuelles Estonie et Lettonie. Pas les pays les plus connus de l'Europe, mais qui existent encore. Je voyage incognito au milieu de troupes d'ambassadeurs, de courtisans et de jeunes volontaires désireux de m'instruire. Pierre Mikhailov, profession, étudiant, pardon. Officiellement, notre but est de trouver des alliés contre les Ottomans. Ok, c'est pour ça que c'est pour... Putain, désolé. Ok, c'est pour ça que vous ne vous arrêtez pas dans mon pays. Louis XIV était allié aux Ottomans. Mon royaume de France, province unie des Pays-Bas. Certes, mais je reviendrai en 1717, à l'apogée de mon règne, et je laisserai cette fois un souvenir impérissable à toute la cour de Versailles. Durant ce périple, je parcours le monde pour comprendre tout ce qui manque à la Russie. Maison d'Isaac Newton. Donc là, on a des bateaux, des instructeurs, des trucs industriels, un canon. Ça sert peut-être un truc que de Vinci a fait, peut-être. Un château, le drapeau anglais, des maths, la planète Terre. 18 mois plus tard, j'en reviens émerveillé avec 1000 projets dans ma besace. À moi seul, je vais révolutionner la Russie et sa société. En 1699, j'abandonne le calendrier byzantin pour le système occidental. L'année 7208 devient ainsi 1700. Bon, mais il était loin dans le futur, on n'est même pas rendu en 2050. Là. Bon, on est quand même plus proche de 2050 que 2000, mais quand même, c'est pas non plus... Je sais pas qu'est-ce qu'ils abusent, eux autres. Le calendrier byzantin se basait sur la date de création supposée du monde. Ah, là, par contre, ça fait peu. Parce que c'est 7208 ans, c'est énorme, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose. Enfin, l'histoire de la Terre, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai interdit le port de la barbe, merde, et du kaftan, le manteau traditionnel russe, sous peine d'une taxe, et s'il le faut, je sors moi-même les ciseaux. En 1722, je réforme la noblesse en imposant une table des rangs, 14 échelons sur lesquels on progresse grâce aux services rendus à l'État. Conseiller secret de première classe, premier rang, greffier du collège, 14e rang. Je place l'Église complètement sous ma coupe. Elle devient un département d'État, avec à sa tête un civil nommé par moi. C'en est fini du patriarcat de Moscou, jusqu'ici si puissant. Pour moderniser l'économie, j'ai créé le rouble divisé en copex. Un rouble égale 1000 copex. 100 copex. Donc encore les copex, c'est les cents, puis les roubles, c'est les dollars. Je développe l'industrie, notamment pour les besoins militaires. Fonderie pour les canons, filature pour les uniformes et les cordages. Je crée un Sénat et en 1721, je me fais officiellement appeler empereur de toutes les Russies et non plus tsar. Donc c'est là on est plus... Donc, j'allais dire on n'est plus à l'époque du tsarisme, mais les deux chapitres qu'on va lire, c'est Tsar de la Grande Russie et Grandeur et décadence du tsarisme. Donc, il y a encore du tsarisme là-dedans, même si c'est l'époque de l'Empire. J'ai fait imprimer le premier journal en langue russe. Et en 1725, donc il y a pile 300 ans, je fonde... Enfin, 301, mais bon, garde. On vient de commencer 2025, il y a peu de chances que ça ait été créé entre le 1er et le 12 janvier.
Et en 1725, je fonde l'Académie des sciences dans la ville que j'ai fait construire en mon honneur. Donc là, on a la map de sa campagne en Europe. Là, on a son voyage, on a toutes les affaires qu'il a découvertes ou qu'il a voulu intégrer dans sa politique, dans son pays. Voilà. Et de l'autre côté ici, on a tout ce que vous voulez apprendre. Donc là, on a un calendrier qui change du 31 décembre 7208 au 1er janvier 1700. Là, on a un mec qui s'est coupé la barbe, un manteau cisaillé, un mec en première et en 14e place, le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir religieux, l'argent, l'industrie, une tête comme ça d'empereur, et une grande maison, sûrement, genre la Maison Blanche, mais en Russie. Donc, quoi, la Maison Rouge, peut-être, je sais pas. Ah, ok. Je fonde l'Académie des sciences dans la ville que j'ai fait construire en mon honneur, Saint-Pétersbourg, ma fenêtre sur l'Occident. J'ai décidé de la construire en 1703, après avoir pris aux Suédois la forteresse de Nienskans, tout près d'ici. Okay, Saint-Pétersbourg, la mer Baltique, un peu plus il y a Moscou, évidemment Berlin, Paris, Vienne, les grosses villes des autres pays. Cette ville nouvelle répond à un objectif stratégique. Avoir un port sur la Baltique pour y accueillir ma flotte. Cette ville, c'est aussi mon rêve. Elle est moderne, aérée, européenne. Elle est bâtie par les meilleurs architectes français, italiens et allemands. J'ai remplacé des marais puants et glacés par des canaux, des quais et des rues tracées au cordeau, et j'ai érigé des églises, des palais et une forteresse. Mon père oublie de préciser que ce projet fou aura été impossible sans les 500 000 serfs réquisitionnés, dont plusieurs dizaines de milliers succomberont de maladies ou d'accidents. Cette ville est bâtie sur un cimetière. Donc, un serf, c'est un paysan non libre soumis à l'autorité d'un seigneur, par extension, personne privée de liberté. Ah, mon fils Alexis, fruit de ma première union avec une traîtresse que j'ai envoyée au couvent en 1698. Ne faites pas attention, c'est un incapable. Lui et sa mère ne font que dénigrer mes réformes. En 1712, j'ai déplacé le gouvernement et la cour à Saint-Pétersbourg. En 1725, la ville compte déjà 70 000 habitants et atteindra plus de 200 000 à la fin du siècle. Pas très compliqué quand tu obliges des marchands et des artisans de s'y installer et à construire des immeubles à leurs frais. Pétersbourg, étymologiquement, c'est la ville de pierre, n'est-ce pas? Oui, c'est ma ville. J'ai toujours détesté Moscou, ville contrôlable, peuplée de boyards violents et attardés. Saint-Pétersbourg est toute à ma gloire et à celle de mon empire. C'est d'un pompeux. Mais ma grande affaire, ça reste la guerre, Hugo. Comme dans mon enfance. Ah, on y vient. Sur 28 années de règne, 23 furent passées à guerroyer. Tu as même fait fondre les cloches des églises pour en faire des canons. Eh bien oui, toute cette technologie, toutes ces réformes ne servent qu'à une chose, au fond, faire la guerre. Donc là, on a la création donc, de Saint-Pétersbourg, hein, donc la ville de pierre. Là, on a le chemin qu'il a fait, des bateaux, ceux qui l'ont aidé, des Français, des Italiens et des Allemands. Ils ont donc remplacé les marais de con pour des trucs plus beaux. Et là, on fait donc la connaissance d'Alexis II. Enfin, je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas le premier Alexis. Qui est contre son père. Hein. Lui et la mère de lui sont pas mal contre le daron, hein, qui fait n'importe quoi. Il y a eu que beaucoup de morts durant la création de Saint-Pétersbourg, donc il y a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup de cadavres enterrés avant que la ville prospère. Donc là, on voit une statue. Hein? Une statue avec un cheval, ça doit être lui sur son cheval. Et après, il commence à parler de la guerre qui est son dada. Hein, et que sur les 28 ans qu'il a régné, il y en a juste 5 où il ne faisait pas la guerre. Donc 23 où il la faisait. Pour la financer, je taxe davantage les paysans, l'église et la noblesse. Danemark, Suède, Prusse, Pologne et Russie. Par la mer Caspienne. Avant mon règne, personne en Europe ne nous craignait.
Mais en 1700, je déclenche la Grande Guerre du Nord contre nos ennemis de toujours, la Suède. Je suis allié avec le Danemark, la Pologne et la Prusse. 21 ans de conflit. Et une belle raclée pour commencer à Narva le 30 novembre 1700. Parfait pour ma nouvelle tapisserie. Mais le 27 juin 1709, je bats enfin le roi de Suède Charles XII. J'obtiens quelques années plus tard l'accès à toutes les rives sud du golfe de Finlande et enfin la mer Baltique. Donc la Russie qui attaque donc la Livonie suédoise et qui conquiert donc la mer Baltique. En 1722, j'entre en guerre contre la Perse pour étendre mon territoire autour de la mer Caspienne. Mais sinon, les Ottomans, on en reparle. Donc Empire russe qui passe par le Caucase pour envahir l'Empire perse et l'Empire ottoman qui est à côté. Ouais, dans la mer Caspienne, toujours là. C'est vrai, ma seule déception fut la guerre contre les Ottomans. Je rêvais d'un accès à la mer Noire, mais ils se mettent à travers de ma route en 1711 et ça s'achève par... Bon, enfin, on perd quoi. Oui, évite de donner le nom de l'accord signant ta défaite. Le traité du Prout. Le Prout est une rivière d'Europe de l'Est, frontière entre la Moldavie et la Roumanie d'aujourd'hui. Cette fois, c'en est trop. Jetez-le au cachot. En 1718, le fils de Pierre le Grand meurt sous la torture, alors qu'il était enfermé dans une forteresse à Saint-Pétersbourg. Il n'est pas impossible que son père y ait directement participé. Cela vous rappelle quelqu'un d'autre? Bravo, vraiment, je n'aurais pas fait mieux. Pierre le Terrible, allô? Pierre le Grand conserve l'image d'un souverain ayant fait entrer la Russie dans la modernité, mais il poursuit la tradition russe du leader autoritaire, violent, pour qui le peuple n'a pas à être libre. C'est moi le Zef, ok? En 2022, pour justifier l'invasion de l'Ukraine, Poutine a fait un parallèle avec ses conquêtes militaires et il a fait célébrer en grande pompe son 350e anniversaire. Sdenem Rozdenia, vieille branche. Bon anniversaire en russe. Dans sa vie personnelle, Pierre était capable d'une cruauté confinant à la maladie psychiatrique. Or, pour un empereur russe, assassiner son seul héritier direct n'est pas seulement un crime, c'est faire courir le risque à son pays de basculer dans le chaos des suites de succession. Heureusement, le temps des femmes arrive. Allez, en place, mesdames. Donc, le retour de Catherine la Grande. Donc là, on a la map de toutes les invasions qu'il a fait en Livonie, en Pologne, en Suède, dans l'Empire perse. Donc là, on a une des guerres qu'il a gagnées, mais là, c'est une des guerres qu'il a pas gagnées. Donc t'as le fils qui se fait enfermer au cachot, donc qui se fait kill. Donc là, on a un peu un anachronisme, mais c'est fait exprès. Je pense que tout le livre est basé sur le fait que ça soit un peu, pas anachronique, mais voilà, que tu voyages dans le temps. Donc t'as Ivan le Terrible qui rencontre Pierre le Grand. Là, t'as Retour au passé. T'as Pierre le Grand avec Poutine, le fameux. Et donc là, vu qu'il a kill son seul fils, faut trouver un héritier légitime, mais c'est pas facile. Et donc là, ça va être le temps des femmes, dont Catherine la Grande, de venir en aide au pays, à la patrie russe. Bonjour mesdames, bienvenue à notre réunion des IA. Ça n'a aucun rapport avec les intelligences artificielles, hein, c'est les impératrices anonymes. Ève, tu peux nous donner le thème du jour? Eh bien, le 18e siècle comporte une originalité assez extraordinaire au regard de l'histoire russe, mais aussi mondiale. Entre la mort de Pierre le Grand en 1725 et l'avènement de Paul Ier en 1796, on compte 4 souveraines et une régente cumulant plus de 67 années de règne. Pour un pays où les filles nobles ont longtemps été cantonnées au harem, des appartements totalement isolés des hommes, ça a dû être une révolution féministe avant l'heure. J'espère qu'il n'aura pas les dents pourries. Alors, mesdames,
Comment avez-vous vécu cette prise de pouvoir sur les hommes? Quelqu'un veut commencer? Eh bien moi, peut-être, puisque j'ai été la première. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Catherine. Catherine première, logiquement. Bonjour Catherine. Je suis la femme de Pierre le Grand, et avant de rencontrer mon époux, j'étais la pauvre servante d'un général. Mais je n'ai régné que 2 ans, de 1725 à 27. Bonjour, je suis Anne Première, fille d'Ivan V, le frère débile de Pierre le Grand. Ça ne m'intéressait pas trop de gouverner, alors c'est mon amant Von Biron qui gérait tout. Mais il en a profité pour s'en mettre plein les poches. Moi, je m'appelle Anna Léopoldovna, mère d'Ivan VI. Lorsqu'il a hérité du trône, mon fils n'avait que 2 ans, et je suis devenue régente. Mais on nous a très vite jetés en prison, et nous y sommes restés jusqu'à notre mort. Eh bien moi, contrairement à vous, mesdames, j'ai connu un vrai règne. 20 ans. Je suis Élisabeth Ière, la première souveraine à marquer véritablement l'histoire de mon pays. Donc là, une réunion des impératrices anonymes. Et donc on voit que pendant 67 ans, pas de blague s'il vous plaît, 67 ans, c'est des femmes qui ont régné sur la Russie, donc une bonne partie du 18e siècle. Et donc, tu as Catherine Ier qui commence. Et là, tu as un témoignage dans l'autre page de tous les règnes. Donc, le premier, elle a juste fait ça 2 ans. Après, elle voulait pas trop gouverner. Fait que c'est son mari qui l'a plus fait pour Anne Ière. Pour Anna Léopoldovna, c'était très peu. Hein. Son fils avait 2 ans. Puis elle et lui se sont fait kill assez vite en prison. Et finalement, t'as Élisabeth Ière, je sais pas si c'est la même, parce que moi, l'Élisabeth Ière que je connais, c'est une reine d'Angleterre. Hein. En même temps, s'il y avait Élisabeth II, il fallait bien qu'il y ait Élisabeth Ière. J'ai pas l'impression que c'est elle, parce que d'habitude, Élisabeth Ière est rousse. Fait que peut-être que c'est une autre Élisabeth. Et là, t'as un autre qui dit la première. Et on se doute c'est qui. C'est Catherine la Grande. Donc ça doit être Catherine II. Pour la postérité, vous êtes surtout l'autre. La référence, c'est moi. Catherine, deuxième du nom. Mais première sur tout le reste. Alors, c'est vous le chroniqueur pour les gazettes? Allez, venez avec moi. Je m'apprête à partir en voyage à travers ma Russie. Ça vous dit un petit périple en impériale compagnie? Pourquoi pas, ça me changera du métro. J'espère que vous n'avez pas le mal des transports. Les routes russes sont de bien mauvais chemins. Enfin, seul. Si vous voulez me connaître, nous avons besoin d'intimité, Hugo. Si vous voulez me connaître, nous avons besoin d'intimité, Hugo. Ah, c'est-à-dire, Catherine? Appelez-moi la Grande, ça suffira. J'ai écrit mes mémoires, mais vu le nombre de bêtises qu'on raconte sur mon règne, ça se demandait si quelqu'un les a lues. On m'attribue des centaines d'amants, faisant de moi une quasi-nymphomane, avec une préférence pour les jeunes hommes de 20 ans. Salut. Alors je n'ai pas eu que quelques dizaines. Alors que j'en ai eu que quelques dizaines tout au plus. Quelques dizaines. Après la légende, j'avais un cabinet érotique privé. Un de mes amants serait mort d'une surdose d'aphrodisiaque et je serais décédé en batifolant avec un cheval. Je comprends que ça l'énerve. Dès Cléopâtre à Catherine de Médicis, les femmes de pouvoir ont souvent été attaquées sur leur sexualité. Alors que leur vie sexuelle ressemblait simplement à celle des souverains de leur époque. Ce qui est important à savoir, c'est que je ne suis pas russe. Je suis allemande et protestante. Donc, l'autre branche du christianisme avec les catholiques et les orthodoxes. Et au départ, je ne connais rien de mon nouveau pays. Et allez, encore des bretzels pour l'apéro. En 1745, je suis marié au futur tsar Pierre III. Lui aussi a été élevé en Prusse, même s'il est le petit-fils de Pierre le Grand. Guten Tag, donc bonjour en allemand, si vous êtes pas bon en allemand. C'est quand même un mot de base, là, mais bon. Mais la Russie ne l'a jamais intéressé, alors que moi, j'ai appris le russe, je suis devenu orthodoxe, et j'ai vite gagné le cœur de mes sujets. Yarosinaka. Je suis russe.
que je suis russe en russe. C'est bien qu'elle ait écrit ça en latin, enfin en lettres latines, hein, de A à Z, et non je vais te dire, hein, avec l'arabe et avec le chinois aussi, toutes les langues asiatiques en général ou arabes, genre hébreu et tout, le russe, j'ai jamais compris qui trouvait que c'était, désolé si ça paraît vilain, mais que c'était une bonne idée de l'apprendre. Genre, c'est tellement compliqué pour rien, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas le sujet. De toute façon, là, c'est écrit en lettres latines, fait que je vais pas me plaindre. Donc là, on a l'arrivée de Catherine II, ou Catherine la Grande, qui donc emmène notre cher Rémi dans un carrousel, et qui dit que, bon, ses mémoires ont été tellement modifiées par des conneries que finalement, est-ce que sa vraie histoire, on la connaît vraiment? Et là, on a tout un parallèle sur est-ce que c'était vraiment une nymphomane, hein? Un peu quand même. Elle dit qu'elle a eu quelques dizaines de maris. C'est pas non plus un ou deux. C'est pas 100, mais c'est pas un ou deux. T'sais. C'est pas mal le juste milieu entre 2-3 puis 200-300. C'est peut-être 20-30, quoi. Ça reste énorme. J'en ai même pas eu une, puis j'ai 20 ans. Hein. Bon, qui ça n'a peut-être rien à voir, désolé. Bon. Là, on apprend qu'en fait, Catherine II, elle est pas russe à la base, elle était allemande. Donc, oui, c'est pas mal ça. Son mari était aussi allemand. Mais autant lui, Pierre III, il s'intéressait pas tant à la Russie. Elle, oui. Orphelin très tôt, victime d'une éducation cruelle, Pierre est instable et alcoolique dès l'enfance. Pourquoi m'apporte-t-on de l'eau? C'est de la vodka à cire. Ah, mais pourquoi un si petit verre alors? Il passe ses soirées à jouer affreusement mal du violon, à la poupée et au petit soldat. Attends, mais c'est un gamin en fait, c'est un gamin alcoolique, c'est littéralement ça. En 1754, j'accouche quand même d'un fils, Paul. Mais après 9 ans de mariage. Bon, je ne garantis pas qu'il soit de Pierre. Quand Pierre accède enfin au trône à la mort d'Élisabeth Ier, il se fera très vite détester, notamment par les militaires qui le surnomment l'Allemand. Franchement, général, j'essaie de faire un accent pas trop raciste. Franchement, général, le bleu de Prusse va mieux à votre temps. Alors que la Russie est en passe de l'emporter dans la guerre de 7 ans qui l'oppose à la Prusse de Frédéric II, Pierre demande la paix et rend sans contrepartie tous les territoires conquis. C'est une blague? Non, sire Frédéric. Il est vraiment fan de vous. Le 28 juin 1762, j'ai pris mes responsabilités pour sauver la Russie tout entière du désastre à venir. Aidé par les régiments, de la garde, nous avons renversé Pierre et j'ai été reconnue impératrice. Je pars en croisière sur la Volga pour un périple culturel à la rencontre des populations de mon empire. La Volga, c'est un fleuve russe se jetant dans la mer Caspienne. Je vais être très occupé. Je vous laisse entre d'autres mains, qui me connaissent mieux que personne. Bonjour, je suis Babette Cardel, la gouvernante française de Catherine. C'est moi qui me suis occupé de son éducation. Une Française? Incroyable! Je lui ai donné le goût des auteurs français. La Fontaine, Racine, Molière. Elle correspond régulièrement avec les philosophes des Lumières, Montesquieu, Voltaire. Et elle m'a invité. Diderot, mon penseur préféré, embarquez vite! Grâce à ses conseils, elle devient le modèle du despote éclairé. Raison, tolérance, gouvernement dans l'intérêt du peuple. Un grand vent souffle et cela vous donne l'imagination ou la migraine. Vous avez l'imagination, mais la réalité de votre Russie me donne la migraine. C'est l'éducation, problème majeur de la Russie, qui la passionne le plus. Elle n'aura de cesse de la développer, y compris pour les jeunes filles nobles et la bourgeoisie urbaine. Et pour les paysans? Oh non, quel intérêt! Elle va aussi beaucoup s'intéresser aux beaux-arts, acquérant plus de 4000 tableaux. Une connexion à l'origine du plus grand musée du monde, celui de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Appelez-moi Le Grand.
Appelez-le le Grand. 230 000 mètres carrés, plus de 1000 salles, 60 000 pièces exposées. Donc là, on a un peu un tableau de qui était Pierre. En gros, c'est un gamin alcoolique qui est pas trop apprécié quand il devient roi. Et quand il y a la guerre, ben lui, il abdique parce qu'il veut pas. Il give up. Et là, elle a part pour une croisière dans un fleuve pour découvrir son peuple. Et donc, c'est sa gouvernante française, Babette Cardel, qui commence donc à faire la description de ce qui se passe. Donc là, elle dit qu'elle connaît quand même beaucoup d'auteurs. La Fontaine, Racine, Molière, Diderot, Montesquieu, Voltaire. Vous connaissez au moins ces noms-là de nom. Hein? Moi, j'ai lu de La Fontaine, un peu de Molière, mais c'est tout. Mais je connais les autres noms. Hein? Diderot, si je m'abuse, c'est lui qui a écrit l'encyclopédie. C'est quand même un gros moment de la Renaissance. C'était genre Wikipédia, mais en livre, littéralement. Il y avait des tomes sur l'anatomie, sur la nature, sur la médecine, ça revient un peu au même. L'agriculture, les industries, voilà, la guerre. C'était littéralement sur tout. Et je pense que c'est bien Diderot avec un autre mec qui l'a écrit. Là, on apprend qu'elle est pas mal dans l'éducation. Elle s'aime bien parce que ça allait pas bien jusqu'à date. Et là, on voit le plus grand musée du monde, dans celui de Saint-Pétersbourg, qui est assez impressionnant. Donc, voici donc. Catherine est revenue de son périple. Allons la retrouver. Ah non, c'est vrai. Je fais une voix de vieille parce que c'est une vieille, hein, la gouvernante. Catherine est revenue de son périple. Allons la retrouver dans ses appartements, là où elle écrit. Car elle est elle-même écrivaine. En plus de ses mémoires, elle a rédigé plusieurs ouvrages. Le plus important est le Nakaz. Paru en 1767, ce traité expose ses idées pour moderniser l'État russe. Elles sont directement inspirées par les philosophes français. Oh, n'est-ce pas du Montesquieu dans le texte? Bien vu, Diderot. Son livre de l'esprit des lois est mon livre de chevet. Une grande commission législative a été créée juste après, avec l'ambition de réformer le pays en profondeur. Ah, et il y a eu quoi comme réforme alors? Rien du tout! Après des centaines de réunions inutiles, la commission est définitivement suspendue. Je perds mon temps ici, je rentre en France. Si les souverains restent sourds aux idées neuves, le peuple saura, lui, entendre. Oh, c'est le maréchal Potemkin, le plus important des favoris de Catherine II. Et son amant. Mon cher Grigori, quelle nouvelle! Les Ottomans nous ont déclaré la guerre, madame, et ils soutiennent la révolte polonaise. Potemkin, si vous êtes fan de cinéma, de vieux cinéma, il y a un des seuls films russes que j'ai vu, le Cuirassé Potemkin. Je sais pas s'il y a un lien. Pardon, maréchal, mais pourquoi les Ottomans volent-ils au secours des Polonais? Un petit voyage vaut mieux qu'une longue explication. Vous me suivez, jeune homme? Oh oui, chic, encore un voyage. À l'époque, nous avons des frontières communes avec la Pologne-Lituanie catholique et l'Empire ottoman musulman. Or, à ces frontières vivent les communautés cosaques qui ne cessent de mener des raids en Pologne ou chez les Ottomans. Je vois, notamment au niveau de la Biélorussie et de l'Ukraine actuelle. Donc là, on a une grande map avec la Grande-Bretagne, la France, les États allemands, la Prusse, le royaume d'Autriche-Hongrie, je vous l'avais dit que ça arriverait un jour, royaume de Pologne-Lituanie, l'Empire ottoman, les Khanats de Crimée, donc Khanat pour Khan, Genghis Khan, la Kabardie et Kiev. Il est dans la grosse Russie ici. Et en blanc, je sais pas où il y a du blanc. Ah non, il y a du mauve. Ok. Vous allez voir, il y a un truc un peu en bordel en mauve, c'est la communauté cosaque. Alors les Polonais se sont révoltés contre eux, soutenus par les Ottomans. Erreur fatale, car les Cosaques sont orthodoxes, et je suis la protectrice des croyants orthodoxes du monde entier. Ce sera le coup de maître géopolitique de Catherine. Grâce à des alliances avec l'Autriche et la Prusse, la Pologne sera conquise et va momentanément disparaître en 1795, après avoir été partagée avec nos amis.
Une petite part, Frédéric? Dès lors, les conflits entre Polonais et Russes ne vont cesser de ressurgir jusqu'aujourd'hui. Je commence à comprendre la peur actuelle de la Pologne vis-à-vis des ambitions de Poutine. Quant aux Ottomans, 2 autres guerres vont nous permettre d'annexer un véritable bijou géographique en 1783. Donc là, on a le retour de Catherine. On a lui qui écrit avec Diderot. Là, on parle d'une grande émission législative, mais qui a finalement aucune réforme. Donc, ça n'a absolument servi à rien. Une bonne perte de temps. Après, t'as le retour de Grigory, le maréchal Potemkin. Donc, c'est Grigory Potemkin, je suppose. Le maréchal Grigory Potemkin. Je sais pas si c'est une ref ou un film, à voir. Les Ottomans, donc après on commence après de la Pologne, et donc là on a la map, donc comme je vous ai dit, ça, ce gros bout-là ici, entouré, c'est les Cosaques, et de ce que je comprends, les Cosaques c'est pas mal l'ennemi. C'est ça, contre les Polonais et les Ottomans. Donc là on a l'alliance avec la Pologne, je crois, ou c'est contre la Pologne? Ouais, c'est ça, c'est contre la Pologne. Donc t'as les chefs de la Prusse et de l'Autriche qui sont avec elle en train de partager la Prusse, partager la Pologne, pardon. Donc là, t'as l'oiseau russe, et donc ça doit être l'oiseau polonais, qui sont en train de se battre. Et voilà. Et là, on va découvrir c'est quoi le bijou géographique qu'ils ont conquis en 783. La Crimée, tiens donc! Ah, enfin, souvenez-vous, c'est là où moi, Vladimir le Grand, j'ai été baptisé. Oui, la Crimée, c'est à nous. C'est notre histoire. C'est pour ça que je l'ai reprise et annexée en 2014. Vous l'avez reprise de force, c'est contraire au droit international. Donc là, en vert, vous allez voir, il y a le territoire cédé par les Ottomans, donc la Crimée avec Sébastopol, Odessa, Kherson et Mariupol, qui est donc proche de la mer Noire. Ce voyage en Crimée en 1787 représente l'apogée du règne de Catherine II. Et selon certains, de la Russie tout court. En 30 ans, la Russie a gagné plus de 500 000 km² de territoire stratégique, soit quasiment la taille de la France. Elle est désormais un acteur majeur de l'Europe. Enfin, Europe, comme j'ai dit, comme la Turquie, c'est un pays qui est à la fois asiatique et européen. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était juste européen, mais plus tard, ça va devenir un minimum asiatique, comme j'ai dit, comme on a vu la dernière fois, il y a des gens, il y a des ancêtres des Mongols, comme je vous avais montré, je vous en ai parlé, Tiken, c'est des Sibériens qui ont plus une allure asiatique que russe, et pourtant ils sont bien russes. Parce que la Sibérie, c'est l'endroit le plus à droite. Voilà. Moscou, Saint-Pétersbourg et tout, c'est plus à gauche, sur la map. Mais l'autre, c'est vraiment au bout, proche de l'Alaska. Donc, il y a quand même un lien avec l'Asie. Mais pour l'instant, c'est un acteur majeur de l'Europe. Juste de l'Europe. Enfin, elle a gagné un accès permanent à la mer Noire. Et par là, grâce au traité de paix avec les Ottomans à la Méditerranée. Ces conquêtes vont permettre la fondation de villes comme Odessa, Sébastopol, Kherson ou encore Mariupol. Toutes ces villes qui seront un enjeu de la guerre en Ukraine. Mais dites-moi, Potemkin, c'est bien vous qui avez été accusé de construire de faux villages pour épater l'impératrice? Il aurait fait construire de faux villages pour cacher à Catherine II la pauvreté en dehors des villes. C'est une légende ridicule inventée par un jaloux qui voulait prendre ma place. Il n'empêche que ça ne donne pas très envie de croire à tous vos exploits. Et Catherine fut surtout une championne de la com. N'est-ce pas, Ève? En effet, la réputation de Catherine tient plus à ses écrits et à son image de femme moderne qu'à ses réalisations. Elle était beaucoup plus autoritaire et tyrannique qu'on ne le laisse croire. Certains Cosaques vont même se révolter en 1773, brûlant des manoirs et égorgeant des nobles. Pourtant, je l'avais prévenu. Puis il y a eu la Révolution française, les décapitations de Louis XVI et de Marie-Antoinette, l'horrifière. À partir de là, il ne fallait plus lui parler d'idées nouvelles. Mes hommages, madame. Ces réformes n'ont concerné que la noblesse. Le servage des paysans a même été renforcé.
À la fin de son règne, malgré son expansion, la Russie reste sous-développée économiquement, politiquement et culturellement. C'est une sorte de nation Potemkine qui donne aux autres, mais aussi à elle-même, une fausse image de ce qu'elle est réellement. Donc là, on a encore une belle map, juste ici. Ok, oui. Donc là, on a la création de villes importantes qui vont être des enjeux pour la guerre actuelle. Là, on a toutes les accusations de faire des fausses villes pour montrer de la fausse richesse. Après, on a des révolutions. Donc là, on a un révolutionnaire contre 1773. Ça s'approche de 1789, donc la Révolution française. Donc là, on a Louis XVI décapité. Puis un Français qui lui donne ça en cadeau. Et donc là, on apprend que la Russie, et même si est très grande, c'est pas extrêmement développé. Un autre empereur venu d'une nation persuadée elle aussi d'avoir un destin universel va faire tomber les masques. Et là, de dos, on reconnaît, vous allez voir, on va reconnaître facilement de qui il parle. Honnêtement, c'est assez facile à reconnaître. Avec son chapeau, vous allez voir, c'est tout bonnement Napoléon. Voilà. Le chapeau de Napoléon est pas mal reconnaissable entre tous. Ne nous mentons pas en pleine face. Je vais juste aller vérifier quelque chose, pardon. Parce que là, l'image donc, du chapitre 4, grandeur et décadence du tsarisme. Donc la page d'avant, c'était c'était l'oiseau qui attaquait Hugo. Mais là, c'est un petit peu différent. C'est encore l'oiseau, mais qui soit est KO, soit est endormi. Je ne saurais dire. Mais voilà. Et dans l'autre page, on reconnaît un village, donc une grande ville en feu, des gros bâtiments en feu, et là on reconnaît l'ombre de Napoléon Ier. Et je vais quand même montrer ça un bout, parce que c'est quand même, là c'est le début du chapitre 4, et il y a quand même une grosse image, avec des quand même très détaillés, avec des bâtiments en train de brûler. Donc on voit très bien qu'il y a une révolution qui se prépare là-dedans. Donc là, on est vers la fin du 18e siècle, donc je dirais dans les années 1790. Alors, mon grognard, il paraît que tu prépares une histoire de la Russie? Donc, grognard, surnom des soldats de Napoléon. Oui, tout à fait, mon empereur. Appelle-moi Bonaparte, ça suffira. Eh bien, soldat des cryptes, tu serviras désormais sous les ordres du général Caulaincourt, mon ancien ambassadeur en Russie. Vu votre intérêt pour la Russie, vous aurez sans doute plein de choses à vous dire. Messieurs, en route pour Moscou. 23 juin 1812, aux abords du fleuve Niemen. Donc le fleuve traversant la Biélorussie et la Lituanie. À Moscou! Donc, comme j'en doutais, c'est bien Napoléon Bonaparte avec son fameux chapeau. Donc, t'as des cryptes qui se met dans les rangs, à côté de soldats identiques. Et qui se donne, et qui est maintenant sous les ordres du général, qui est donc ambassadeur de Russie. Donc il va quand même apprendre beaucoup de choses. Et là donc, c'est une attaque, sûrement de la France contre la Russie, en 1812. Donc voici la photo. À Moscou! La grande armée. Plus de 600 000 hommes, français aux 2/3, mais aussi polonais, allemands, italiens, suisses, espagnols, portugais, croates, néerlandais, belges. C'est une véritable armée européenne, comme on n'en a jamais vu. Je vous sens d'humeur sombre, mon général. Vous devinez bien, Hugo. J'ai peur que cette campagne napoléonienne soit celle de trop. Tout cela n'a plus rien à voir avec les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. En 1789, la Révolution a éclaté en France. La République a été instaurée et le roi exécuté. Ayant peur d'y passer à leur tour, les autres monarques européens ont cessé de faire la guerre pour tuer dans l'œuf nos idées nouvelles. Donc là, tu as plein de pays en rouge qui attaquent la France. Je sais pas si en rouge ça veut dire communiste. Probablement pas, ça a commencé en Russie, pas dans toutes les autres, mais soit. Durant 10 ans, notre nouvelle armée française a volé de victoire en victoire. Cette armée était le meilleur moyen pour propager la liberté.
Il était donc normal que moi, Napoléon Bonaparte, soit son meilleur général, je prenne le pouvoir. En 1804, j'ai remplacé la République par un empire, et je suis devenu Napoléon Ier empereur des Français. J'ai ensuite conquis la bonne partie de l'Europe et soumis les monarchies au nom de la liberté. La liberté. Donc, Empire français, donc là on a la France, on a une partie de l'Italie, puis de l'Allemagne, je crois. Puis en bleu foncé, vous allez voir, et en bleu pâle, t'as toute l'Espagne et puis d'autres pays à côté. Mais la Russie refuse encore de se soumettre. Oui, elle reste réticente à se battre à nos côtés contre l'Angleterre, notre pire ennemi. Alors je vais la punir. Voyez, Hugo, le rêve de libération des peuples s'est transformé en une entreprise de domination au service des seuls intérêts français. Et ça commence à se voir. J'en ai bien peur, je connais les Russes, et croyez-moi, ils n'abandonneront jamais. Leur tsar et leur religion sont tous sous la contrainte d'un envahisseur armé jusqu'aux dents. La liberté ne s'établit pas à la pointe de la baïonnette. Allez, Hugo, dormez donc un peu, demain on se lève à l'aube, car nous arrivons à Moscou. Donc là, t'as le début du raid, techniquement c'est un raid, donc ils continuent à marcher. Donc la Révolution française, tous les pays qui sont pas mal contre la France. Et donc Napoléon qui devient l'empereur. Et donc ici, comme j'ai dit en bleu foncé, ça appartient à la France. C'est directement l'Empire français. Et ce qui est l'autre en bleu pâle, c'est ce qui est soumis aux Français. Donc là, évidemment, t'as les Russes qui sont pas pour ça, qui sont pas mal contre. Et donc là, ils s'en vont en croisade contre les Russes. La bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils sont libres. Ce qui fait chaud dans ce pays. Moscou sera notre perte. Donc là, il rêve littéralement de ça. Hugo, réveillez-vous! Hugo! La paix et la guerre. Ah, mais que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Je m'appelle Léon. Levez-vous. Oh, mais vous ne seriez pas Léon Tolstoï, le grand écrivain russe? Je suis sûr d'avoir déjà vu votre tête dans les livres d'histoire. Oui, je suis écrivain, mais aussi paysan et soldat. Suivez-moi. Mais où on va? Il fait hyper sombre. On va dans les ténèbres de l'histoire, chez celles et ceux dont les livres ne parlent jamais, ou si peu. Voici les hommes et les femmes qui forment le peuple anonyme de la Russie. Soldats, paysans, ouvriers. Ce siècle qui commence va être leur grand siècle. Il est temps de les mettre en lumière, de leur donner des noms et des visages. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Hugo. Moi, c'est Ivan. Je suis un soldat russe et je connais très bien votre Napoléon. L'empire russe s'est bâti au fil de mon épée et de la pointe de ma baïonnette. Mais à l'ouest, il est aujourd'hui menacé par les Français. Notre tsar Alexandre Ier a participé à toutes les coalitions contre Napoléon. Donc là, on va voir la Russie dans une taille qu'on connaît. Là, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit actuellement. Donc il y a l'océan Arctique, Varsovie, Moscou, Astrakhan, Tarkent et Vladivostok. Donc vous allez voir, ce qui est en rouge, c'est la Russie. Et ce qui est en orange, c'est les territoires de l'expansion russe lors du 19e siècle. Nous avons perdu contre son armée à Austerlitz en 1805, à Friedland en 1707, mais cette fois-ci, c'est différent. Il a voulu envahir notre pays, et cela devient pour nous la guerre patriotique. Donc là, t'as Hugo qui dort et qui se fait réveiller par Léon Tolstoï, qui est un grand écrivain russe, et qui va faire découvrir à ce cher Hugo le grand siècle des anonymes, des soldats, paysans, ouvriers, donc tous ceux ici, qui racontent comment ils vont faire pour faire la révolution. On approche de l'URSS. Là. Donc là, on a à quoi ressemble la Russie. Donc là, on recommence à reconnaître la forme. Puis là, on a ici et ici des endroits qui sont conquis entre 1800 et 1900. Enfin, 1801 et 1900. Et donc là, on a une autre guerre, qui est une guerre patriotique, pour pas que la France pète la gueule à la Russie.
Village de Borodino, à 125 km à l'ouest de Moscou, 7 septembre 1812. Le peuple russe va se lever. 250 000 hommes s'affrontent à la bataille de la Moskowa, qui sera appelée la bataille des géants. Nous devons finalement battre en retraite, mais Napoléon n'a pu nous anéantir. Napoléon va alors foncer sur Moscou, sauf qu'à l'arrivée de la troupe, la ville est en feu et les habitants volatilisés. Et l'incendie a probablement été déclenché sur l'ordre des autorités russes. Donc là, on est à peu près à la moitié. Donc on a lu 100 pages sur 202. Voilà. Donc la prochaine page, on va avoir fait la moitié. Elle a déclenché sur l'ordre des autorités russes. C'est la politique de la terre brûlée. Tu brûles tout pour priver l'ennemi de ressources et le forcer à faire demi-tour. Le meilleur allié des Russes peut alors entrer en scène. Salut! Moi, c'est l'hiver. Donc là, on est sur un personnage qui ressemble pas mal au Père Noël et qui représente donc la saison hivernale. Ce terrible hiver s'occupera d'achever l'armée de Napoléon. Seuls 25 000 hommes sur les 600 000 de départ rentreront chez eux, poursuivis par les anciens alliés de la France comme l'Autriche et la Prusse, qui se détournent d'elle après la défaite en Russie. C'est le 31 mars 1814, après une ultime bataille pour prendre Paris, c'est nous, les Cosaques russes, qui défilons en vainqueurs sur les Champs-Élysées. Les Cosaques sont restés 6 mois, et cette guerre a été fondatrice du patriotisme russe. J'ai raconté ce conflit dans mon célèbre roman « Guerre et paix ». Et donc, je suppose que le film, en 4 parties, « Guerre et paix », est donc inspiré du livre de Tolstoï et de tout ce qu'on vient de lire. Donc, bientôt, cette année, si tout va bien, je regarde une quadrilogie qui s'appelle « Guerre et paix » qui parle de tout ça. Écrit par Tolstoï, à la base. Donc, je vais avoir vu d'autres films russes, pas juste Le Cuirassé Potemkin. Et c'est un film des années 60, je pense qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger, si je suis pas trop con. Donc là, on a lu officiellement la moitié du livre, hein, il y a 202 pages, donc on a lu 101. Donc là, on a les campagnes de Russie contre la France. Et même si on n'a pas gagné, ils sont très bien défendus, ça a quand même fait un peu peur à la France. Après, ils ont brûlé des villages pour pas que les Français reviennent là. Et donc, il parle de politique de la terre brûlée. Donc là, on a, comme j'ai dit, un personnage qui ressemble beaucoup au Père Noël et qui représente donc l'hiver. L'hiver qui était désastreux pour les Français, qui a tué 575 000 personnes sur 60. Donc, il y a eu 25 000 qui restent. Quoi. Il y en a très peu. Donc, t'as les Russes qui s'en vont donc sur les Champs-Élysées et qui restent 6 mois et qui va donc augmenter le patriotisme russe. Et après, on apprend que tous ces événements-là, c'est ce qui a inspiré Léon Tolstoï pour Guerre et paix, qui va donc être adapté en film plus tard dans les années 1960. Dès lors, nous devenons les gendarmes de l'Europe, intervenant partout où des révolutions éclatent. Donc en Pologne en 1831, en Autriche en 1848, et en Moldavie aussi en 1848, et en Hongrie en 1849. Nous sommes les champions de l'autocratie. Donc le gouvernement ou le souverain exerce lui-même une autorité sans limite. Autocratie, donc juste lui. Contre la démocratie. Une armée de plus d'1 million d'hommes qui se considèrent comme invincibles. Mais dans le même temps, nos jeunes officiers ont découvert ces idées démocratiques et tentent un coup d'État en 1825. C'est l'insurrection décembriste, donc sûrement en décembre, hein, qui s'achève dans le sang et pour beaucoup d'entre eux en prison. Et la réalité, c'est que tout l'Empire russe devient peu à peu une immense prison. Et lorsqu'en 1853, la guerre de Crimée éclate avec la France, l'Angleterre et la Turquie alliés contre nous tous, nous serons incapables de faire face. En 1855, Sébastopol tombe, nous obligeant à signer une paix humiliante l'année suivante. La Crimée. Encore. Le peuple russe est avant tout un peuple de paysans et non de soldats. C'est la terre qu'on doit lui donner plutôt que des armes. Ah, parlons-en de la propriété de la terre.
Ils sont où les propriétaires de la terre? T'en es un, toi, de propriétaire? Oui, je suis un boyard de vieille famille russe. Ma famille a un petit domaine de 380 hectares. Yasnaya Polina, près de Toula, au sud de Moscou. Eh bien, moi, c'est Moujnik. Et moi, c'est Moujik. Je suis un serf terrien, tout comme tous ceux-là ici. Et ça me ferait plaisir de rencontrer un maître. Donc, un serf, je rappelle, une personne rattachée à une terre et qui dépend d'un maître. Parce que comparé à nous, vous n'êtes pas nombreux et on vous voit jamais sur vos terres. Pardonnez-moi. Parce que comparé à nous, vous n'êtes pas nombreux et on vous voit jamais sur vos terres qu'on cultive pourtant pour vous. Ah, pardon, moi j'adore le travail de la terre. Même que je déteste être obligé de fouetter mes serfs. Enfin, je vous aime bien, quoi. Vous êtes des serfs? Mais nous sommes désormais au 19e siècle. Le servage n'existe plus depuis le Moyen Âge. Ah ouais? Ben ici, ça existe encore. Donc là, t'as d'autres révolutions qui éclatent. Donc la révolution polonaise, autrichienne, moldave et hongroise. Donc t'as des militaires russes, 1 million. Hein? Mais aussi une révolution démocratique. Et qui fait donc que la Russie devient de plus en plus une grande prison qu'un vrai pays. Et contre l'Angleterre, donc représentée par un lion, la France par un coq et un loup, la Turquie. Évidemment, contre 3 gros pays, ils n'ont pas pu faire grand-chose et Sébastopol donc, est tombé. Toujours en rapport avec la Crimée. Et ouais, paysans, pas de soldats. Et là, on revient sur le délire des serfs, hein, qui pour beaucoup n'existe plus depuis le Moyen-Âge, mais en Russie, ça existe encore. Donc, on parle de propriétaires et de serfs. Voilà. Juste ici. Ouais, ben ici, ça existe encore. Tu as raison, Hugo. Mais il faut aussi garder en tête qu'à la même époque, l'esclavage existait encore dans les colonies. Il faudra attendre 1833 au Royaume-Uni et 1848 en France, par exemple, pour qu'il soit aboli. Et 1865 sur les territoires des États-Unis. C'est vrai, Eve. Ce sont dans les deux cas des personnes privées de leur liberté. Mais j'ai l'impression que les serfs en Russie ont une histoire très différente par rapport à l'Occident. Ah, ça oui! Chose des Valenki. Donc des bottes russes en feutre. Petit bonhomme, je, je vais te raconter qui qu'on est. Il parle un peu québécois, lui. Chez vous, ça s'est peut-être arrêté à la fin du Moyen-Âge. Allez, frère, on se lève et on se casse. À l'inverse, la majorité des paysans russes vont perdre leur liberté à partir du 15e siècle. Tout. 2 minutes, l'ami, faut qu'on cause des règles. En 1487, on n'a plus le droit de quitter son seigneur que durant 2 semaines autour de la Saint-Georges le 26 novembre. Donc là, tu as une grande file hein, qui fait donc 16, 17, 18 et 19e siècle. En 1597, l'interdiction totale de quitter son seigneur et les serfs en fuite peuvent être recherchés durant 5 ans. En 1649, les seigneurs ont le droit de rechercher de façon illimitée un serf qui a pris la fuite. 50% des paysans russes sont désormais, à vie, la propriété personnelle de leur seigneur. En 1703, pour ses grands projets, Pierre le Grand va instaurer le servage industriel et le travail forcé. Puis Catherine II va enlever aux serfs leur dernier droit et étendre le servage dans les terres récemment conquises, comme en Ukraine ou en Pologne. Le point culminant est atteint en 1811. 58% de la population russe est alors serve, soit autour de 20 millions de personnes. Donc, à peu près 3 personnes sur 5. C'est pas mal énorme. Donc là, on a des infos sur comment le servage fonctionne en Russie à cette époque. Que même si la France et le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait ça, ont réglé ça depuis longtemps, ben ici c'est pas le cas et c'est même l'inverse. Hein. Plus le temps passe, moins ça va pour les serfs. Donc là on voit la ligne du temps. Donc là il est libre, mais en fait non, hein, il se fait traîner. Ah, là c'est juste marche. Là il se fait vraiment commencer à se faire traîner. Là ça commence à aller de plus en plus vite et là le boulet ben, il est à terre. Et donc là, de plus en plus les serfs existent, moins ils ont de liberté, apparemment.
Ça veut dire qu'on est immensément plus nombreux que tous les autres Russes. La population russe au milieu du 19e siècle, donc il y a 82% de paysans, dont entre la moitié et les 2 tiers sont des serfs. 9,5% de bourgeois, 6% de militaires, 1,5% de nobles et 1% de religieux. Par contre, il n'y a qu'un seul et unique tsar et les paysans le surnomment le petit père. Après, on n'est pas tous paysans et on n'a pas tous le même statut. Il existe plusieurs catégories de serfs. Le serf ouvrier travaillant dans les usines, le serf militaire formant la masse de l'infanterie russe, donc les serfs d'État soumis à l'autorité impériale, les serfs terriens chargés de cultiver la terre et les serfs domestiques dévolus au service d'un propriétaire, donc les serfs privés soumis à une autorité d'un propriétaire terrien. Les serfs domestiques sont souvent mieux instruits. Ils peuvent même gérer les affaires de leur maître et y réussir assez pour racheter leur liberté. Mon collègue Anton Tchekhov, l'un des auteurs le plus connus de la littérature russe, était lui-même petit-fils de serfs affranchis. Mais ce ne sont que des exceptions. Les serfs étaient à l'origine de tensions continuelles dans les campagnes. Toutes nos grandes révoltes cosaques des siècles passés se sont nourries de leur colère. Depuis la mort de Catherine II, des centaines de rébellions ont eu lieu. Un autre collègue écrivain, Fyodor Dostoïevski, je le connais aussi, Dostoïevski, hein. Lui, je l'ai lu en philo, bordel de merde. Il m'a bien cassé les couilles. Affirme que son père aurait été tué par des serfs. Il y a débat. Selon les sources officielles, il serait mort d'apoplexie. Au début du 19e siècle, les tsars qui se succèdent ont conscience que le servage n'est plus moral. Du tout. En plus, ça empêche le pays d'entrer dans la modernité. Un épi de blé par hectare seulement, c'est pas beaucoup. C'est pas pour nous. Je vais pas faire mieux. Si bien qu'en 1857, profitant de la défaite en Crimée, notre nouveau tsar Alexandre II crée un comité secret pour en finir avec cette institution du diable, pardon. Et la citation donc, qu'Alexandre II va dire, c'est une citation authentique. Donc c'est une traduction du russe au français qui est exactement la même chose dans la réalité historique. Il vaut mieux abolir le servage par le haut plutôt que d'attendre le moment où il décidera de s'abolir lui-même d'en bas. Donc là, on a à quoi ressemble la population russe, donc avec une énorme majorité de paysans, quelques bourgeois, quelques militaires et très peu de religieux et de nobles, en plus du chef, qu'on voit juste là. Et donc là, on a différents types de serfs, hein, les ouvriers ou les militaires qui sont peut-être un petit peu plus haut placés, puis les terriens domestiques qui sont un peu moins bien. Donc là, on parle un peu de Anton Tchekhov, que les serfs il y a beaucoup de tensions à propos du servage. Il y a eu beaucoup de rébellions, évidemment. Fyodor Dostoïevski, ce sacripant qui m'a bien fait chier en philo. Puis évidemment, vu c'est pas très moderne, fait que ça empêche d'entrer la Russie dans la modernité. Et donc là, comme j'ai dit, on a une citation authentique d'Alexandre II. Et le 3 mars 1861, le manifeste de l'émancipation est proclamé par Alexandre II, puis lu dans toutes les églises du pays et jusqu'au fin fond de tous les foyers russes, libérant d'un coup ou presque 40 millions d'hommes de la servitude. Le tsar y gagne le surnom de libérateur. Et nous, les anciens serfs, pas grand-chose. En réalité, ce n'est qu'une situation pire qu'avant. Ah bon? Mais comment ça se fait? Vous êtes libres désormais, non? Oui, les serfs ont bien gagné le droit de vivre, de se marier, de se déplacer à leur guise. Bien que noble, j'ai moi-même été enchanté par abolition. Mais je craignais aussi que cette libération soudaine ne crée un désordre incontrôlable dans les campagnes. Le tsar devait craindre la même chose. Pour ne pas fâcher et ruiner la petite noblesse, il exigea que les serfs rachètent la terre qui leur était octroyée en versant un loyer pendant 49 ans. Incompréhensible! Cette terre est à nous et nous la cultivons depuis des siècles et il faudrait encore la payer? Très vite, beaucoup ne purent honorer leur remboursement et retombèrent dans une autre soumission financière, celle-là. Encore de la bouillie d'ortie? Ne fais pas la fine bouche.
Par ailleurs, ces terres étaient en réalité gérées par le MIR, la communauté villageoise, qui perçoit les impôts, attribue les terrains selon les bouches à nourrir, distribue les corvées, etc. Bref, on est désormais libre, mais attaché au MIR. Enfin, la taille des parcelles accordées aux paysans était souvent insuffisante pour nourrir une famille. À l'arrivée, il y eut moins de terres à cultiver qu'au temps du servage. La misère des paysans n'a cessé d'augmenter, entraînant des émeutes dans les années 1880-1890, ainsi que de fortes migrations. Allez, on se lève, on se casse et cette fois, on ne revient plus. La réforme déçoit donc les paysans qui vont vite rêver d'un partage noir, suppression de toutes les propriétés et redistribution générale des terres. Donc, si je m'abuse, ici, c'est la cathédrale Saint-Basile de Moscou ou Saint-Pétersbourg, je ne me souviens plus, c'est une des deux. Allez voir, hein. Et donc là, on voit que les serfs ont beau être libres, ben, ils sont économiquement très faibles. Hein, ils peuvent se marier et tout, mais ils n'ont pas de thunes. Ils doivent payer les propres terres qu'eux autres mêmes cultivaient. Ils sont même attachés aux mères qui leur donnent des impôts, hein, et qui donnent juste ce qu'il faut à nourrir, et en plus qui donnent des corvées. Donc en vrai, c'est pas tant mieux de ce qu'il y a eu avant, honnêtement. Et bon, là, on voit qu'il y a des révolutions qui sont en préparation, parce que là, ça va faire le calique de niaisage avec toutes ces affaires injustes-là. Mais généralement, on voit des terres désertes sur ces deux pages-là. Distribution, parfait. Ainsi, dans les dernières décennies du 19e siècle, la paysannerie russe est mûre pour un changement plus grand encore. Du moins, c'est ce que pensent certains citoyens d'un genre nouveau. Ils ne sont pas paysans, mais plutôt issus de la petite bourgeoisie intellectuelle et citadine qui se développe encore timidement dans le pays. On les appelle socialistes, anarchistes, nihilistes. Nihilistes, donc personne qui ne s'incline devant aucune autorité. Et c'est aussi donc la doctrine créée par Friedrich Nietzsche, que j'ai lu en long et en large dans mon dernier cours de philosophie. S'il y a entre eux beaucoup de différences, un point commun les anime. Ils rêvent de révolution. Parlons-en de la révolution. Vous avez vu, pour le moment, on est à peine quelques milliers dans le pays à vouloir tout changer. Cela dit, t'as une tête de bien éduqué, toi. T'en es? J'en suis un... De quoi? Ben, de l'intelligentsia. Moi, je suis Dimitri, étudiant. Viens à l'intérieur du café, je vais te présenter. Et puis, ça va nous réchauffer. Camarades, je vous présente. Hugo, de Hugo Décrypte. Hugo Décrypteyovitch. Une tournée générale de thé pour lui faire un bon accueil. Donc là, on s'approche de la modernité, parce qu'on est fin 1800. Donc là, on voit l'industrie qui commence à évoluer. On voit les socialistes, anarchistes, nihilistes. Donc ça, je pense que c'est pas mal Karl Marx, si je suis pas trop con ici. Et on commence à avoir des drapeaux rouges. On commence à voir que la couleur rouge va être importante là-dedans. Et donc là, t'as les paysans qui commencent à être révolutionnaires, mais il n'y en a pas beaucoup, à peine quelques milliers, donc ça fait pas grand-chose. Et t'as un étudiant bien éduqué, en Dimitri, qui invite donc Hugo dans un rassemblement d'intellectuels russes, qu'on voit juste ici. L'intelligentsia désigne une nouvelle catégorie de la population russe, apparue au 19e siècle grâce aux différentes réformes pour développer l'éducation. Étudiants, écrivains, avocats, médecins, professeurs, artistes, nobles éclairés, tout le monde sauf les serviteurs du régime. Nous aimons lire, discuter, débattre. Notre objectif, faire sauter la marmite. De nombreux ouvrages et auteurs nous inspirent et vont servir de socle pour théoriser et penser une future révolution. Comme Que faire de Tchernychevski, une Bible pour les jeunes révolutionnaires. Il y a aussi Bakounine qui théorise l'anarchisme, Tourgueniev avec le nihilisme. Donc là, tu as un jeu et la révolution, nihilisme, anarchisme, que faire. Donc il y a 3 livres importants pour les révolutionnaires russes. Les jeunes révolutionnaires voient dans les communautés paysannes le futur d'une société plus juste. On les appelle les populistes.
Ils vont marcher à la rencontre des paysans pour les alphabétiser et les convaincre de les suivre dans leurs idées. Alors, cher Moujik, la révolution, ça vous tente? C'est un échec cinglant. Méfiants et incapables de les comprendre, les paysans les chassent ou même les dénoncent à la police. Nombre d'entre eux finiront leur jour déportés en Sibérie. Oui, on connaît les camps de concentration en Russie. Merde, je me souviens plus du nom, mais vous savez de quoi je parle. Les goulags, voilà. Cela va entraîner une immense déception. Et vous, chers soldats, la révolution, ça vous tente un peu? Ça vous tente pas un peu? L'intelligentsia va se radicaliser pour certains. La violence est la seule option. Et le terrorisme va faire son apparition. Le 16 avril 1866, l'étudiant Dmitri Karakozov tire sur le tsar Alexandre II. Il le rate, mais c'est le premier attentat visant un souverain russe perpétré par un simple sujet. Il sera suivi par de nombreuses autres tentatives d'assassinat, jusqu'en 1881, année où le tsar Alexandre II meurt après l'explosion de bombes sous son carrosse. Son assassinat va amorcer un tournant encore plus réactionnaire et répressif. Procès spéciaux à huis clos, condamnation à mort, exil forcé en Sibérie. La violence d'État appellera la violence du peuple. Attends, merde. Je vais leur dire avec une intention plus marquée. La violence d'État appellera la violence du peuple. Alexandre III, qui a succédé à son père, créa l'Okhrana, une redoutable police secrète. Dans le temps, on accrochait des têtes de chiens décapitées et ça marchait bien. Ces attentats choquent la population. Le pouvoir en sort renforcé, tout comme la volonté des révolutionnaires. Donc là, on a les réunions des révolutionnaires. Là, on a un genre de jeu. C'est un genre de Monopoly, I guess, avec des livres importants, que ce soit Que faire ou l'anarchisme, le nihilisme, tout ce genre de choses-là. En gros, des affaires assez négatives, si je peux me permettre. Et donc, ils essayent de convaincre les propriétaires terriens, mais ça foire complètement, et ils se font dénoncer, ou juste foutus en prison, et emportés d'un goulag, et donc ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus révolutionnaires, anarchistes. Donc là, ils essayent de kill Alexandre II, mais ça fonctionne pas. Mais à un moment donné, ça va fonctionner. En 66, ça n'a pas marché, mais 15 ans plus tard, ça a fonctionné avec une bombe. Et donc, il y a des assassinats qui vont être perpétrés, des condamnations à mort, des exils forcés, des condamnations au goulag. Moi, je pense que le goulag, c'est à partir des communistes. Fait que c'est pas encore maintenant, mais c'est le même genre d'affaire des exils en Sibérie. On se rappelle de la fin de la saison 3, début de la saison 4 de Stranger Things, quand Hopper qui est dans le goulag en Russie. C'est pas mal ça. Mais moins goulag, délire goulag. Mais quand même, on est dans ce genre de punition-là. Donc, il y a une police qui est créée contre les révolutionnaires. Et il y a de plus en plus d'attentats qui, évidemment, choquent la population qui est la population plus classique. Donc là, on a un mélange de paysans et de révolutionnaires sur cette image-ci. Il reste pas beaucoup de pages. Il en reste 5. Si je comprends bien, c'est une défaite de l'intelligentsia qui voulait changer la société par les débats et les écrits, mais qui a sombré dans la violence et les attentats. Oui, les chiffres sont terribles, Hugo. En 1897, la Russie compte environ encore 80% d'analphabètes. Seuls 30% des hommes et 13% des femmes ont eu accès à une instruction. Le pays entre dans le 20e siècle avec le niveau culturel de la France de Louis XIV. Le pourcentage d'analphabètes, 80 et 20 qui savent lire. 30% d'hommes et 13% de femmes, donc la part d'instruction russe. Trop isolé du peuple, l'intelligentsia n'arrive pas à créer un véritable mouvement démocratique dans le pays. Pourtant, une autre catégorie émergente de la population va bientôt s'avérer beaucoup plus réceptive à ses idées et à ses espoirs. Les ouvriers. Ces hommes et ces femmes qu'on appelle également les prolétaires vivent et travaillent dans des conditions effroyables. Et cela les rend beaucoup plus réceptifs aux discours révolutionnaires. Psst, camarade, tiens, de la lecture pour toi. Qu'est-ce donc un tract? Le marxisme est l'avenir de l'homme? Chut, malheureux, tu veux nous faire repérer par la police?
J'en sais quelque chose. Mon fils Pavel travaillait dans ces usines et il était militant socialiste révolutionnaire. On l'a arrêté et déporté en Sibérie. C'est moi qui le remplace à présent pour qu'un jour pour qu'on le libère un jour. Je comprends, mais il dit quoi ce tract alors? Ce sont les extraits du Capital, le livre de Karl Marx. Ça nous permet de mieux réfléchir à notre vie de misère et à s'organiser pour mieux lutter. Donc le titre, Le Capital en russe, publié en 1872, première traduction étrangère. Grâce aux grèves de 1896, on va obtenir le droit de travailler seulement 11h30 par jour. Seulement 11h30. D'habitude, c'est des 7-8 heures là, pour nous. Là. Ah oui, petit rythme tranquille, quoi. Et on fabrique quoi dans les usines russes? Donc là, on a la part d'instruction et d'analphabètes. On a les ouvriers qui vont commencer à être de plus en plus réceptifs donc au message révolutionnaire. Hein, les prolétaires qui sont pas mal plus dans la merde que tout le monde. Donc les discours révolutionnaires vont plus les atteindre. Et donc, tu as des tracts qui sont donnés partout dans les rues russes en secret. Hein, et qui sont évidemment donc les textes communistes de Karl Marx. Ça, je pense que tout le monde connaît Karl Marx. Je pense que j'ai même fait un examen où il fallait un peu décrire c'est quoi notre perception du communisme. Je vais plus en parler la semaine prochaine parce que ça va être le gros chapitre 5 que sur ça. Mais juste pour dire mon avis sur le communisme en vite fait, 2 en 2-2, je trouve que c'est une bonne idée qui est partie en couille trop vite. Tout simplement. Je pense que en plus beau mot, c'est à peu près ce que j'ai écrit dans mon examen. Puis il me semble que j'avais une bonne note. Donc là, il travaille 11h30 au lieu de plus. Hein. Bon, déjà, c'est une amélioration, mais c'est pas non plus énorme. Et donc là, il demande qu'est-ce qu'il fabrique donc dans les usines russes. Donc voici les images pour les pages 114 et 115. De tout, l'industrialisation a décollé dans les années 1880 avec les aciéries, donc pour l'acier, les mines, le textile, la chimie, et les chemins de fer avec le transsibérien. Donc le transsibérien, c'est un chemin de fer qui traverse la Russie. J'en ai entendu parler dans mes cours d'histoire durant l'été, c'est gigantesque. Donc la production de la fonte, du charbon et des longueurs des voies ferrées sont en montée. En 1860, 1% de la population salariée était ouvrière. Et en 1897, donc 37 ans plus tard, 10% de la population salariée était ouvrière. Et 27% de la population russe était prolétaire en 1897. Donc ouvriers, paysans, employés qui ne vivent que de son salaire. Les usines sont des complexes immenses qui emploient des milliers d'ouvriers chacune. Et souvent aussi des ouvrières comme moi. Donc il y a 344 usines comptant plus de 1000 ouvriers et qui emploient 50% des ouvriers du pays. Donc, un ouvrier sur 2 travaille en usine. Entre 1893 et 1913, pour financer cette industrialisation, la dette russe double. 48% de celle-ci sont détenues par des pays étrangers. Et 45% du capital des 10 plus grandes banques russes sont étrangers, dont la moitié français. Cela dit, nous ne sommes pas totalement maîtres de nos productions. Plus de 70% des capitaux investis en Russie sur les années 1900 sont français. Et pendant ce temps, la misère grandit et la colère gronde. Tiens, tu vois ce train tout neuf qui sort de l'usine? Eh bien, il va déporter en Sibérie des agitateurs politiques. Et il y en a un qui saura t'en parler mieux que moi. Et si tu rencontres Pavel, dis-lui que sa vieille maman le couvre de baisers. Psst, par ici, Hugo. Léon Tolstoï, c'est vous qu'on déporte en Sibérie? Heureusement, non. Ce ne serait plus de mon âge, et j'aspire à terminer paisiblement ma vie dans un monastère. Mais celui qui va désormais te guider pour la suite de l'histoire possède l'énergie, la volonté et surtout la violence nécessaires aux terribles années révolutionnaires à venir. Il est assis dans le compartiment du fond, là-bas. On le déporte en Sibérie. Il a l'habitude. Il sera déporté 7 fois en tout. Il s'appelle Yossif. Ah, il y a un nom, frère. C'est ça de nom x2. Il s'appelle Yossif
Vissarionovitch Djougachvili. On va l'appeler IVD. On va l'appeler IVD, ça va être plus simple. On va l'appeler Yovidjou. J'essaie d'inventer des noms, hein, désolé, mais Josif Vissarionovitch Djougachvili, frère, ça me casse les couilles. À côté de ça, les noms chinois, hein, c'est hyper facile à dire. Même les noms, non, peut-être pas les noms arabes. Les noms arabes sont vraiment chiants à dire. Mais les Russes sont pas loin derrière, au niveau chiant à dire. Mais soit. Donc ici, on a beaucoup de statistiques. Donc là, notamment la production de fonte de charbon et les voies ferrées avec le transsibérien qui augmente en flèche. Et là, on a des statistiques sur les populations ouvrières, les populations prolétaires, les usines, les ouvriers qui travaillent dans les usines, le financement de l'industrialisation russe. Ouais, la dette russe qui double, littéralement. Et qui sont principalement détenus par des étrangers, surtout français, en 45%. Et donc, évidemment, ils ne sont pas toutes mains de leur production parce que les capitaux, presque le 3/4 des capitaux vont dans les poches de propriétaires français. Et après, tu as Hugo qui se fait donc déporter dans un train où il va rencontrer un visage très important. Hein, dans le prochain chapitre, hein, c'est un très long chapitre, il va être très important ce personnage-là. Vous le connaissez de nom, c'est certain, vous connaissez qu'est-ce qu'il a fait. Mais avant, je vais juste décrire donc, un peu les images. Donc là, il s'en va dans le train, donc la mamie l'abandonne, si on peut dire ça de même. Donc c'est la même mamie qu'avec Catherine II, hein. C'est la même. Et dans le train, ben, il rencontre de nouveau Tolstoï, hein. Il demande, toi aussi t'es en Sibérie? Non, t'inquiète, moi je suis trop vieux pour ces conneries, littéralement. Ah, c'est plus de mon âge, je vais terminer ma vie dans un monastère. Mais t'inquiète, il y a quelqu'un qui est assez énergique, volontaire et violent pour les terribles années révolutionnaires à venir. Et donc, il est assis dans un compartiment là-bas. Hein. Il a l'habitude de se faire déporter. En tout, il va se faire déporter 7 fois. Et donc là, on a le nom de base, hein, que je vous ai déjà dit 2 fois. Hein, IVD, hein, Josif Vissarionovitch Djougachvili. J'ai failli dire clean. Mais t'inquiète, c'est la dernière fois que je dis le nom compliqué de même parce que dans la page d'après, on va découvrir son vrai nom. Le nom, c'est son vrai nom, mais le nom sur lequel tout le monde le connaît. Donc voici donc les images. Je viens de voir qu'on a dépassé le temps la semaine dernière, donc j'ai peut-être menti, ça va pas être plus... Finalement, je pense pas qu'aucun des vidéos va être plus courte ou plus longue. Moi, je dirais que c'est à peu près... C'est ça, la semaine dernière, c'était à peu près 1h27. Là, ça va être 1h28 et demie, 29, quoi. Donc, voilà. Donc, finalement, toutes les vidéos de lecture, à part peut-être la dernière, parce que c'est juste 32 pages. Donc, la semaine dernière, cette semaine, et probablement la semaine prochaine, on est 52 pages, la semaine prochaine, ça va être à peu près la même durée. Donc, près de... Pas 1h30, mais pas loin. Et donc, la dernière page, donc je vais pas dire le nom encore. Bientôt, tu ne le connaîtras plus que sous le nom de Joseph Staline. Et oui. J'ai essayé de le dire une dernière fois pour essayer de me la péter. Josif Vissarionovitch Djougachvili, son nom, le vrai nom, le nom dont tout le monde le connaît, c'est Joseph Staline, qui va devenir chef de Russie, plutôt chef de l'URSS, donc de l'Union soviétique communiste. Voilà, tout simplement. La semaine prochaine, on va parler communisme. Donc, pour voir un peu, hein, il est juste ici, si vous le voyez pas. C'est bien Joseph Staline avec sa magnifique moustache. C'est un gros connard, donc autant lui donner un truc. Il a une belle moustache. Et donc, la dernière image que je vous montre, c'est simplement le transsibérien, hein, dans la bonne grosse neige russe, qui se dirige vers la Sibérie avec, en son sein, Joseph Staline, qui va devenir le personnage important dans le chapitre de la semaine prochaine. Donc là, on voit le train, on voit la fumée et les montagnes russes. Donc, merci d'avoir écouté donc la troisième avec l'intro, mais soit la deuxième vidéo de lecture sur 4 de Hugo Décrypte en Russie.
on a quand même eu beaucoup de noms connus, en Tolstoï, Dostoïevski, Staline, c'est des noms connus, ça. Ça, si vous êtes un minimum bon en histoire, vous connaissez leurs noms. Donc, la semaine prochaine, on va lire un seul chapitre, le chapitre 5, qui s'appelle Camarades. Mais c'est un chapitre très long, de 119 à 170, parce que c'est le gros chapitre sur la révolution communiste, qui va donc être de 1905 à 1989, donc pendant 85 ans. Mais pour l'instant, ça fait donc 1h30 que vous êtes avec moi. Je vous en remercie d'avoir suivi cette lecture, en espérant que vous avez appris des choses. Comme toujours, c'est le but de ce livre-là, hein, que vous ayez un peu de connaissances historiques en plus. Moi, en tout cas, c'est certain que je vais en retenir quand même quelques petites choses. Donc, merci. Je vous souhaite une bonne semaine. Hein, rien de spécial cette semaine. J'ai 3 examens, mais c'est un détail. De toute façon, la massothérapie, je vais en parler quand je vais l'avoir fini au début avril. Enfin, peut-être même en juin quand j'aurai fini mon autre truc. Mais ça n'a pas rapport avec le livre. Donc, soit. Merci d'avoir écouté. Là, on est le 12. Donc, la semaine prochaine, le 19, on va lire juste le chapitre 5, mais qui est 52 pages. Et on va parler d'un très gros morceau. Un morceau quand même assez connu, mais qui est toujours très intéressant de se pencher dedans. C'est le communisme, la guerre froide. Donc, le 19e siècle. Pas le 19e siècle, le 20e siècle. Hein. Parce que de 1905 à 1989, c'est pas mal, beaucoup, en grande majorité, c'est... Enfin, en fait, c'est tout le 20e siècle. Mais c'est... Il y a un petit peu le début qui est plus dans l'Empire, et dans à partir de 90, c'est l'époque moderne, là, mais de 05 à 89, c'est la Révolution russe, c'est la guerre froide, c'est Staline, Lénine, tout ça. Raspoutine aussi, c'est sûr qu'on va pas être Raspoutine aussi. Donc, merci d'avoir écouté. Et à la semaine prochaine pour en apprendre plus sur un sujet brûlant, un sujet rouge, voilà, un sujet rouge. Putain, mais je sais jamais comment conclure. La semaine dernière, je galère à trouver le nom, là, j'ai plus les mots. Bref, la semaine prochaine, on va parler de communisme. Donc, j'espère que vous êtes prêts, mes chers capitalistes d'amour. Pas capable de faire une bonne fin, mais regarde. À la semaine prochaine, bonne semaine, et en espérant vous revoir pour parler du chapitre Camarades, qui va donc, comme je vous ai dit 45 fois, parler du communisme. Bye, et bonne semaine à vous tous. Mes chers capitalistes d'amour.